Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue au Mardi de la Mémoire, un nouveau Mardi de la Mémoire auquel j'ai le plaisir de recevoir Thierry Lantz. Bonjour Thierry Lantz. Bonjour Anne-Colin. Merci à vous d'être parmi nous. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation Napoléon. Vous êtes également professeur associé à l'ICES. Nous allons parler de cette faculté Institut catholique de Vendée parce que le livre dont vous venez nous parler est non pas une coédition, c'est édité aux éditions Passé Composé, mais il y a quand même un partenariat Fondation Napoléon et l'ICES. Et je sais que en novembre prochain, vous allez commémorer lors d'une journée d'études, enfin une demi-journée d'études, les 10 ans de la chaire Napoléon de l'ICES. Oui, oui, l'ICES est donc une université privée, une université catholique, libre, qui a plusieurs facultés, dont une faculté d'histoire et de sciences politiques, où donc je suis professeur associé. Et donc nous avons créé Fondation Napoléon ICS, département de la Vendée et ville de La Roche-sur-Yon, il y a 10 ans, une chaire Napoléon au sein de cet établissement. Donc on va même fêter ce 10e anniversaire avec bien sûr une demi-journée d'études, mais je crois que tout ça se termine par des agapes, donc ce sera fort agréable. Et puis pour prolonger, l'ouvrage dont nous allons parler est en effet une coproduction Fondation Napoléon ICS, puisque il s'agit d'un groupe de recherche qui a été créé il y a 3 ans autour donc de l'économie de la France napoléonienne. Groupe de recherche dans lequel ont travaillé des enseignants, des professeurs chevronnés, mais aussi quelques étudiants qui ont accepté de travailler avec nous. Donc c'est le résultat de ces travaux qui est présenté aujourd'hui. Voilà. Oui, alors l'ouvrage dont nous parlons, dont nous allons parler, il s'agit de la nouvelle histoire économique du consulat et de l'Empire aux éditions Passé Composé. Donc vous en assurez la direction et comme vous venez de le dire, c'est à peu près 20 auteurs. Enfin, c'est pas à peu près, c'est 20 C'est auteurs. 20, oui, oui. 38 chapitres, 500 pages, si les auditeurs veulent tout savoir. Vous assurez la présentation également de l'ouvrage qui se lit, alors on va pas mentir aux auditeurs, pas comme un roman, mais qui se lit de façon très agréable parce que chaque chapitre est très bref, chaque chapitre est vraiment très thématique. Donc s'il y a un sujet qui nous intéresse moins, on peut le sauter. Oui. Ça n'enlèvera rien à la compréhension du suivant. C'est vraiment... Alors, évidemment, première question, Thierry Lantz, nouvelle histoire économique, pourquoi nouvelle ? Il y avait un besoin de retravailler la question de... Oui, il y avait un besoin parce que très longtemps, les aspects économiques du règne de Napoléon ont été, on va dire, abordés du côté des finances publiques. Il faut le dire. Et encore, c'est assez récent puisque le grand livre sur le sujet, il date de 2006. C'est Pierre Brandat qui l'avait publié et ça s'appelait Napoléon et l'argent. Le prix de la gloire, Napoléon et l'argent. Donc il avait relu toute l'épopée napoléonienne au travers des problèmes financiers, ce qui était nouveau et très intéressant. Et puis, il y a eu des travaux depuis qu'on a voulu reprendre, qu'on a voulu présenter, en même temps qu'on a donné de nouvelles lignes de recherche. Il y a par exemple plusieurs articles sur l'économie à Marseille qui sont... alors à la fois, c'est formidable parce qu'on en a 4, mais c'est dû aussi au fait que l'autrice, comme on doit dire, à qui on avait demandé 20 000 signes sur Marseille, nous en a donné 120 000. Donc on a été obligé de couper c'est presque une petite étude sur l'économie marseillaise à ce moment-là, mais finalement ça s'est bien goupillé, si je puis dire, avec le reste. Ce qu'on a voulu faire, c'est faire le point des connaissances, comme on dit, le plus chiffré possible. Ça, c'était un objectif qu'on avait fixé aux auteurs parce que on cherche partout les chiffres, sur ces choses-là. Et d'ailleurs, on a dans l'ouvrage un travail absolument extraordinaire de Chantal Prévost à qui on a donné comme mission, comme elle connaît la bibliographie sur le bout des doigts, elle s'intéresse à la vie quotidienne, de nous donner le prix de tout. C'est-à-dire, dès que vous trouvez un prix, dès que vous avez un chiffre à donner, on va le mettre dans des tableaux.
ça sera un outil de travail qui pourra servir à tout le monde. Alors vous avez le prix du pain à Paris, à Bordeaux, enfin, etc., le prix de la journée de travail, les salaires qui sont versés aux fonctionnaires et ainsi de suite. Il y a comme ça une bonne trentaine de pages de chiffres. Alors c'est vrai, comme vous disiez, ça ne se lit pas comme un roman, mais ça va être, je pense, très très utile aux futures études économiques parce que c'est un sujet qui avait été laissé un petit peu de côté. Il y a eu bien sûr de très grands auteurs là-dessus, François Crouzet notamment, mais ils n'ont pas pu tout faire. Donc chaque grand spécialiste, je vous donne un exemple, on a Thierry Sozo qui est un spécialiste du commerce maritime que je connais depuis quelques années, donc je peux lui parler avec de temps en temps des raccourcis. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, tu as fait des dizaines de travaux sur ça. Il faut que tu fasses l'article de ta vie sur ce commerce maritime, à la fois le grand large, mais aussi le cabotage, la pêche, etc. Ce qui sont des sujets qui nous paraissent hors de la période napoléonienne, mais qui sont passionnants parce que, par exemple, sur la pêche à la morue, tout bêtement, il a fallu se réorganiser parce que les bateaux ne pouvaient pas franchir le blocus anglais. Donc, en France, pendant une quinzaine d'années, on n'a pas tellement mangé de morue, quoi. Donc voilà. Et tous ces sujets sont à la fois en macroéconomie, assez souvent, chaque chapitre est introduit en macroéconomie, mais on a aussi de la microéconomie locale, on va dire, l'économie lyonnaise, l'économie corse, l'économie du vin dans la région de Bordeaux, ça c'était obligatoire, même si Napoléon préférait le chambertin. Bref, chacun a été invité à s'exprimer au mieux de ses possibilités, de ses savoirs, et puis en essayant encore une fois, de faire le point le plus complet avec beaucoup de chiffres. Alors Thierry Linde, je fais une petite parenthèse puisque vous parlez des chiffres. Je sais que vous vous intéressez, et on est tous obligés de s'intéresser à l'application de l'intelligence artificielle dans nos Oui, oui, domaines. oui. Là, on parlera peut-être de l'intelligence artificielle appliquée à l'histoire juste après, mais je pense aux chiffres, aux tableaux Excel, Ouais, etc. ouais. Je pense qu'il y a de toute façon une approche de l'économie qui est peut-être un peu facilitée maintenant grâce à justement tous ces tableaux où on Oui, peut rentrer des données que l'on peut ensuite plus facilement consulter et utiliser dans oui, oui, différents oui. registres autour notamment des questions, comme vous disiez, de commerce, de pêche, d'industrie, d'entreprise. Oui, oui, oui. Oui, ce qui est parfois un peu décevant lorsque les historiens parlent d'économie ou lorsque les historiens parlaient d'économie, pourrait-on dire, c'est que justement, de façon tout à fait paradoxale, les chiffres ne les intéressaient pas. Enfin, je ne vais pas citer les noms des auteurs, mais on a pas mal de livres sur telle administration départementale, sur tel sujet, l'économie de la soie, par exemple, dans la région lyonnaise, ça a toujours intéressé beaucoup de monde, pardon. Et là, on n'a pas de chiffres. Sur l'administration départementale, on n'a pas le budget du département, etc. Parce que je crois que les historiens, longtemps, ont eu un petit peu peur des chiffres, il faut quand même le dire. Ce sont des matières spécifiques. Les économistes ne nous feront pas de cadeaux, évidemment, au moment de la lecture de cet ouvrage. Alors bon, on a quand même quelques professeurs d'économie qui sont intervenus, mais enfin voilà. Ce que nous avons voulu faire, c'est à la fois dire ce qu'est l'économie de la France napoléonienne sur 15 ans, c'est-à-dire un laps de temps très court en histoire économique, mais en même temps très significatif. On sort de la Révolution, on n'est pas encore complètement entré dans la Révolution industrielle. Qu'est-ce que c'est que cet entre-deux? Qu'est-ce qu'apporte Napoléon au domaine économique? Alors parfois beaucoup de choses, parfois rien. Hein, il faut quand même le dire. Et donc c'est un petit peu comment dire, cet exercice-là que nous nous sommes imposés. Alors moi, je suis que le directeur de volume, même si j'ai écrit plusieurs papiers. Je dois vous dire qu'en tant que lecteur de livres d'histoire sur le Premier Empire, je suis assez content du résultat parce que si un jour j'avais à reparler de l'économie napoléonienne, j'aurais beaucoup de chiffres là. Et puis, nous sommes revenus aussi sur pas mal d'idées reçues, comme par exemple l'effondrement qui aurait été total du commerce maritime. C'est pas complètement exact. Le fait que Napoléon était interventionniste, c'est pas complètement exact non plus, etc. Donc on fait quand même un point. Et puis pour ceux qui aiment la théorie économique, je sais que vous allez nous y mener peut-être tout à l'heure. Il y a deux portraits de deux grands économistes de cette époque, Jean-Baptiste Say et Sismonde de Sismondi, qui sont des contemporains de Napoléon, des gens que Napoléon a bien connus,
avec lesquels il n'a pas toujours parlé d'économie, c'est le cas avec Sismondi, mais avec Jean-Baptiste Say, il a eu de véritables débats sur l'économie, d'ailleurs qui ont amené à une brouille et au fait que Jean-Baptiste Say n'a plus été employé par le régime. Mais voilà, on est aussi dans un moment où naît la science économique et où un homme comme Napoléon, qui sait beaucoup de choses, découvre cette science avec, je dirais, l'état d'esprit plutôt d'un politique que d'un économiste. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils écoutent les Mardis de la Mémoire sur Radio Courtoisie, que j'ai le plaisir de recevoir Thierry Lens, directeur général de la Fondation Napoléon, et qui publie sous sa direction une nouvelle histoire économique du consulat et de l'Empire aux éditions Passé Composé. Alors, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé particulièrement dans cet ouvrage, Thierry Lens. C'est le côté intelligent de Napoléon, pardon pour la brutalité de ce que je vais dire, mais c'est vrai que l'économie n'est quand même pas à la portée de tout le monde. Moi, je suis assez étonnée de voir combien parfois il est difficile pour nous, hommes du XXIe siècle maintenant, de lire certains contemporains de l'époque de Napoléon. Or, Napoléon les avait lus, vous allez nous en parler, c'est tout sauf un être ignare, au contraire, et dans le domaine de l'économie particulièrement. Et puis, la deuxième chose qui m'a frappée, on évoquera ça autour de certains points, c'est effectivement les prismes par lesquels on étudiait l'économie, qui sont des prismes qui étaient très réducteurs et qui, justement, étudiaient Napoléon sous l'angle où le consulat et l'Empire, d'un point de vue économique, toujours sous les mêmes angles. Le créateur de la Banque de France, la monnaie, la disparition du monopole de la politique maritime. Enfin, et là, on voit dans cet ouvrage, dont je rappelle qu'il fait plus de 500 pages, qu'il y a 20 auteurs qui ont collaboré, il y a 38 chapitres, donc c'est vraiment une étude non pas exhaustive, parce que c'est jamais possible, mais très très large. Et on voit que voilà, les prismes ne sont plus les mêmes et qui permettent un approfondissement et à s'approcher d'une certaine forme de vérité. J'ai beaucoup parlé, on revient à la première question. Napoléon intelligent. Oui, Napoléon intelligent, oui, il faut jamais oublier de le dire, parce que finalement, on lui trouve aussi beaucoup de défauts. Hein, mais on peut être intelligent et avoir, bien sûr. Et vous savez d'ailleurs que généralement, son principal défaut, c'est l'excès de sa qualité. Hein, donc, oui. Alors, pour ce qui concerne la matière économique, ça peut paraître un peu étonnant, mais au fond, quand on connaît le personnage, pas tellement. Napoléon a beaucoup lu les économistes. C'est-à-dire que, notamment, et tous ceux qui ont essayé de le lire vont comprendre ce que je veux dire, parce que c'est pas très facile, il a lu De la richesse des nations d'Adam Smith, qui est donc considéré comme le livre fondateur du libéralisme économique. Il l'a lu dès sa traduction en français, donc dans les années 1770. Il a fait une note de lecture que nous publions d'ailleurs, dans laquelle il ne prend pas parti, mais il a noté les points qui l'intéressaient beaucoup dans la théorie de Smith. Et il l'a lu, il l'a digéré, il en a retiré des choses, on va dire, très basiques et premier degré, comme, comment dire, les Anglais sont une nation de boutiquiers. Ça, c'est une expression qu'on attribue à Napoléon, mais qui est d'Adam Smith. Et puis surtout, il a bien compris la règle du marché. Hein. Alors aujourd'hui, tout ça, ça nous a l'air complètement banal, mais dans ces années-là, on n'est pas du tout dans une réflexion scientifique sur l'économie. Hein. On est véritablement l'économie. D'ailleurs, les premiers économistes disent économie politique, hein, ou peut-être devrait-il dire politique économiste, hein, plutôt. Mais Napoléon a bien compris ce que veut dire de la richesse des nations par rapport à l'intervention de l'État, par rapport à la liberté des marchés, par rapport à la nécessité de ne pas trop faire peser la législation sur l'activité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait. Hein, ça veut dire qu'il l'a compris et ça veut dire qu'il a bien accepté d'en discuter, et notamment avec donc l'élève français d'Adam Smith qui est Jean-Baptiste Say,
qui a publié sa propre de la richesse des nations, si vous voulez, en France, au tout début du 19e siècle. Et au sujet de ce livre, parce que Say était membre de l'Institut, membre du tribunat, il était député au tribunat, Napoléon a voulu beaucoup en discuter avec lui, simplement pour contester une des conclusions de Say, qui était que les impôts ne devaient pas, comment dire, être suffisamment élevés pour avoir un impact économique. Hein. Alors, je vous rappelle, à l'époque, la pression fiscale, le total, les prélèvements obligatoires... Non, ne le dites pas, ça va être terrible. C'est 10-15% maximum. Hein, et ça concerne uniquement les fonctions régaliennes de l'État. Hein. Mais c'est dit, il faut à un moment donné s'arrêter de prélever parce que ça a un impact sur l'économie. Et c'est sur ce sujet-là que Napoléon et Jean-Baptiste Say vont se disputer assez fort parce que Napoléon est prêt à soutenir les travaux de Say, mais à la condition qu'il ne parle pas de ça. Et Jean-Baptiste Say refuse. Il est donc exclu du tribunat. Et ce qui est assez amusant, c'est que comme il n'est plus employé officiellement, il va créer une école de commerce à Paris. C'est l'école de commerce de Paris. Hein, c'est lui qui l'a créée en 1803, où on va donner des cours d'économie pratiques, financières, enfin voilà, savoir faire fonctionner une entreprise. Alors que Napoléon, lui, va choisir d'abord de ne pas développer l'enseignement de l'économie politique dans les facultés, de confiner l'économie politique dans les facultés de droit, ce qui veut dire aussi que l'économie va être enseignée par des professeurs de droit public, donc toujours avec cette vision, j'allais dire, presque étatiste de l'économie, et ça a duré en France jusque dans les années 70. Hein. L'économie politique était enseignée dans les facultés de droit. Hein. Il y a eu la création ensuite des facultés d'économie, mais, comment dire, Napoléon est à l'origine du fait que, par exemple, on ne connaît pas du tout les économistes libéraux en France. Quand vous voyez, par exemple, alors même si ces théories, il y a à boire et à manger, mais Milton Friedman n'a jamais été traduit en français, par exemple. Hein. Donc, vous voyez, on est encore les héritiers de cette situation où l'économie doit être entre les mains, on va dire, j'exagère un petit peu, mais un peu des agents propagandistes de l'interventionnisme, si vous voulez. Hein. Donc ça date de ce moment-là. Il y a un professeur d'économie qui n'a pas travaillé avec nous cette fois-ci, mais qui avait fait un texte absolument magnifique là-dessus pour nous montrer que Napoléon, au fond, si les Français connaissent si mal l'économie et les mécanismes de l'économie libérale, c'est la faute à Napoléon, quoi, hein, parce qu'il a véritablement détourné les études de ça. Alors que par ailleurs, en Angleterre, à la même époque, c'est la préparation des grands livres d'économie politique qui vont paraître à partir des années 1815-1820 et qui vont être mis en application en Angleterre pour le plus grand bien de la Xème révolution industrielle des Anglais, quoi. Donc, vous voyez, ça peut aussi aller se loger là. Il faut savoir que, alors, Napoléon avait lu une première fois donc La richesse des nations dans les années 1770 et il l'emmène à Sainte-Hélène en 5 volumes. Alors là, je ne peux pas vous dire s'il l'a relu, mais en tout cas, il a dû la feuilleter parce qu'il y a plusieurs conversations dans le mémorial de Sainte-Hélène ou dans les cahiers de Bertrand où le sujet, c'est Adam Smith. Donc, vous voyez comme quoi oui, parce que ça l'a tracassé. Quoi. Oui, c'était une question que je voulais vous poser, Thierry Lenz, vous qui connaissez bien la bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène. Elle est inventoriée, donc évidemment, on ne peut pas inventer, sans jeu de mots, des livres qui n'y seraient pas. Il emporte quel style d'ouvrage? Parce qu'on sait que là-bas, il déclame, il fait du théâtre, mais enfin, il n'a pas dû emmener que des pièces de théâtre. Alors, on donne là, grâce à très, très regretté Jacques Jourquin, qui avait établi l'inventaire très précis de la bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène. Il y a une quinzaine de livres d'économie, dont La richesse des nations, dont des écrits de Smith. Et puis, Napoléon avait emporté aussi des recueils de données parce qu'il envisageait d'écrire ses mémoires, mais en historien. Alors, il l'a fait pour une petite partie de sa vie. Mais par exemple, sur le consulat et l'Empire, il a toujours refusé de commencer à dicter ses mémoires parce qu'il disait ne pas avoir assez de documentation. Mais il avait toute une documentation d'économie, de droit, d'histoire, évidemment. Hein, ça, c'est la grosse partie de sa bibliothèque. Quant aux pièces de théâtre, évidemment, il les a
Il les a beaucoup déclamés aux grandes dames de tous ceux qui venaient dîner avec lui. Quelquefois même, c'était par cœur, hein, il n'avait pas besoin du livre. C'était une espèce d'esprit encyclopédique, mais comme on n'osait pas lui couper la parole, à Sainte-Hélène, il a fallu parfois avoir plusieurs scènes des classiques déclamés par Napoléon, ce qui, paraît-il, il n'était pas digne de la comédie française. Ouais. Alors, je rappelle que Thierry Lintz, directeur général de la Fondation Napoléon, est avec nous aujourd'hui au Mardi de la Mémoire sur Radio Courtoisie pour présenter sa nouvelle histoire économique du Consulat et de l'Empire aux éditions Passé Composé, un ouvrage sous sa direction. Thierry Lintz, vous avez associé dans cette nouvelle histoire économique le Consulat et l'Empire. Oui. Est-ce que on peut donc dire que l'histoire économique de cette période est liée au personnage dominateur de cette période, à savoir Napoléon. Il y a donc une histoire économique de ces deux parties de l'existence de Napoléon parce qu'elles sont liées à lui, ou bien est-ce que c'est plus la période qui fait que vous liez ensemble le consulat et l'empire? C'est une très très bonne question, parce que derrière cette question, il y a est-ce qu'il a joué un rôle en économie, hein, grosso modo. Alors d'abord, la période, on l'a gardée parce que 15 ans, on va dire, déjà pour les cycles économiques, ça ne veut rien dire. Alors, la spécificité de la période napoléonienne, c'est qu'on sort de l'époque de la Révolution, on va dire, qui est plutôt une période de dérégulation, enfin on le dit assez simplement, et une des grandes actions de Napoléon a été de remettre de l'ordre dans, on va dire, ce qui dépendait de l'État. Alors vous l'avez évoqué, la monnaie évidemment, parce que ça c'était quand même le grand sujet français. Alors il n'est pas allé au bout, puisqu'il était, comme beaucoup de Français de cette époque, adversaire du billet de banque, hein. Il y avait eu le système de l'eau, et puis il y avait eu surtout l'assignat, donc on ne voulait pas entendre parler de billets de banque de petites coupures. Donc il remet la monnaie. La banque, c'est pas tellement pour la monnaie qu'il la met en place, c'est pour l'escompte, c'est-à-dire escompter les factures de commerce. Donc c'est sur des dizaines et des dizaines de millions. C'était extrêmement, extrêmement important. Le code de commerce, qui est mis en place à ce moment-là. On a d'ailleurs une grande étude d'une juriste là-dessus, sur l'impact économique du code de commerce, qui est un peu un frein, parce que Napoléon n'aime pas les commerçants. Il trouve que c'est des gens qui s'enrichissent un peu trop facilement, et donc il veut les mettre un peu sous surveillance. Ça, c'est un peu le tropisme napoléonien habituel. Dès que quelqu'un sort un petit peu la tête du lot, il faut le surveiller. Il met en place, alors ça, c'est, il prend là une décision assez importante. Je vous rappelle que en 1791, la Révolution décide par la loi Le Chapelier de supprimer ce qu'on a appelé les coalitions, donc corporations, syndicats ouvriers, etc. Alors Napoléon va recréer ces corps intermédiaires au travers des chambres de commerce, des chambres d'agriculture, des sociétés d'études, enfin, etc. Il ne pouvait pas tout remettre en place comme avant la Révolution, donc il a trouvé une autre solution. Et ces structures, elles vont durer grosso modo 70 ans. Donc, elle participe à la structuration de l'économie. Donc ça, on va dire, c'est son rôle structurel. Ensuite, en économie, il va bénéficier de choses qu'on peut expliquer, évidemment, si on va étudier au fond, mais qui sont a priori inexplicables. C'est qu'il va avoir des périodes de conjoncture extrêmement positives. Déjà, quand il arrive au pouvoir, cette remise en ordre, cette remise en place d'une bonne monnaie, d'excellentes récoltes, la paix avec l'Angleterre en 1802 font que le consulat va être, sur les plans économiques, une reprise, là, pour le coup, très spectaculaire. Donc on va l'imputer évidemment au gouvernement de Bonaparte, en disant, regardez, cet homme-là, non seulement il nous apporte la paix, non seulement il revoit l'administration, mais en plus, on vit mieux, hein, parce que l'économie redémarre. Il va y avoir, on va dire, un gros infléchissement 1805-1806, parce qu'une crise financière, l'État avait mal géré ses fonds, enfin peu importe. Et puis un redémarrage avec le blocus continental, qui est un démarrage artificiel qui ne va pas durer. Mais là aussi, il y a, on va dire, 3 ans à partir du blocus, donc 1806-1809, il y a 3 ans de très très fort développement de l'économie. Donc sur les 15 années de Napoléon, il en a 9 qui ont été des années très très positives.
Et puis les effets un peu néfastes du blocus vont se faire sentir à partir de 1810. Une crise bancaire, des banques qui vont faire faillite, des industriels qui n'auront plus de crédit et qui, comme ils ont tous investi dans la terre et dans la pierre, ils ne vont pas réussir à récupérer leurs biens, leurs fonds. Il y a par exemple un riche industriel du textile qui s'appelait Biderman, qui est obligé de fermer ses entreprises parce qu'il doit 1 million alors que son capital est de 9. Mais il peut pas le rendre mobile, il peut pas le rendre liquide. Donc ça c'est et alors en plus de cette crise bancaire va avoir lieu une crise agricole, quelques mauvaises récoltes, et là on peut dire tout l'édifice économique va péricliter parce que le blocus ne permet plus d'écouler les stocks. Il y a des stocks énormes, donc la production va baisser, on va mettre tout le monde au chômage. Là, il y a un mécanisme néfaste qui va se mettre en route, mais qui, au fond, n'emportera pas l'économie française, puisqu'à la chute de Napoléon, les choses vont grosso modo se remettre en place. Parce que ce que n'a pas fait Napoléon, c'est laisser filer les finances publiques. Ça a été pour lui toujours... disons, il y a eu beaucoup de manipulations comptables, il y a eu de la cavalerie, etc. Pierre Bordin l'a montré dans ses écrits, il en reparle d'ailleurs dans ce livre, mais... comment dire, quand vous regardez le bilan du consulat et de l'Empire, avec toutes les guerres qu'il y a eu, avec toutes les difficultés qui se sont présentées, il y avait 500 millions de dettes au début et 500 millions à la fin. Donc en fait, le régime fait zéro, si vous voulez, au niveau des finances publiques. Il a toujours honoré sa signature, les factures ont toujours été payées, etc. etc. Donc tout ça, c'est à la fois un mélange de ce que Napoléon a voulu faire, de ce que la conjoncture a rendu possible, qui a été assez bonne, donc on va dire pendant plus de la moitié de son gouvernement, et puis quelques choix économiques, alors qu'ils ne sont pas faits forcément par lui. Il a par exemple eu un ministre du Trésor qui s'appelait Molien, que Napoléon écoutait beaucoup. Molien était un libéral smithien, si l'on veut, et bien des décisions ont été prises sur les conseils de Molien. Alors certaines ont été assez néfastes. Par exemple, en 1810, Molien a décidé qu'il fallait laisser mourir les canards boiteux, ça assainirait le marché. En fait, pratiquement toutes les entreprises de certains secteurs qui ont été touchées, donc il s'était un petit peu trompé. Et Molien a retenu un peu Napoléon dans sa tendance à vouloir intervenir. Napoléon pense que l'État peut tout, doit tout, l'État est tout, l'État est au centre de la société comme le soleil, disait-il, et il aurait bien aimé, lui, pouvoir un petit peu intervenir. Mais l'époque n'était plus du tout à ça, puis en plus, il n'y avait quand même pas les moyens de tous ces investissements qu'il aurait aimé faire. Donc il s'est tenu un petit peu en dehors de l'économie du quotidien. Donc si on peut donner un semblant de résumé ou sans dire de conclusion, puisque nous n'en sommes pas à la conclusion, mais pour la part de l'investissement propre de Napoléon, il y a à la fois de lui et en même temps de ceux qui l'ont aidé, de la conjoncture. Oui, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours, même si demain, ce qu'on souhaiterait vraiment beaucoup, il y avait une formidable embellie économique, on entendrait nos hommes politiques dire, voilà, depuis mon gouvernement, tout va mieux. En fait, c'est parfois vrai, mais c'est parfois pas vrai. C'est parfois les simples mécanismes économiques, la conjoncture. À l'époque, en plus, comme la grande partie de la production française est agricole, on dépend du ciel. S'il fait beau, tout va bien. S'il fait mauvais, tout va mal. Je simplifie évidemment. Donc il y a effectivement une partie qui lui est due, c'est la stabilisation de tout ça. D'abord, la paix intérieure pendant 4 ans sous le consulat. Ça a été d'abord la fin des dépenses militaires, évidemment. Et puis surtout, les gens avaient des perspectives de moyen et de long terme. Donc c'était quand même mieux que l'époque de la Révolution où on changeait son fusil d'épaule, où on prenait même parfois son fusil pour aller faire la guerre à tout bout de champ, Alors, je rappelle aux auditeurs que nous parlons de l'histoire économique sous le Consulat et l'Empire à l'occasion de la publication sous la direction de Thierry Lens d'une nouvelle histoire économique du Consulat et de l'Empire aux éditions Passé Composé. Nous allons nous interrompre un tout petit moment pour le Bobino de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr.
Merci d'avance. Thierry Lintz, une des questions, il me semble, abordée par presque chacun de ces articles, en tout cas si ce n'est pas le sujet de l'article, c'est fait pour y répondre, puisqu'il y a 38 chapitres de 20 auteurs dans cet ouvrage. C'est une réflexion qui était peut-être un peu... on y répondait de façon brutale avant sur le fait que l'économie, en temps de paix, encore plus sous le Consulat et l'Empire, c'était ce qu'on pouvait faire parce qu'on n'était pas en guerre, mais dès qu'on était en guerre, les armes et les champs de bataille étaient les décideurs de l'économie. Oui. Or, on s'aperçoit en lisant cet ouvrage que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a une véritable perspective économique durant tout le Consulat et l'Empire, indépendamment en tant que faire se peut, de la guerre. Oui, c'est aussi, comment dire, nous sommes un petit peu influencés par ce que nous savons des dernières guerres, que ce soit pour la France, celle de 70, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On voit que toute la société est engagée dans la guerre. Là, on est sur, mis à part l'extrême fin de l'Empire quand le territoire français est envahi, on n'est absolument pas dans ce schéma-là. Les gens continuent à travailler, à vivre. Alors, ils tendent un peu le dos lorsque la conscription passe près de chez eux. Mais voilà, on continue à travailler, on continue à vivre. Comme je le dis parfois, et ça n'est pas qu'une plaisanterie, il y a probablement des régions montagneuses où on n'a jamais su que Napoléon avait existé. Les moyens de communication n'étaient pas les mêmes. L'intérêt pour la chose politique non plus. Et on a donc continué à produire. Alors, c'était en matière agricole, en fonction des régions, mais disons dans la plupart des régions, c'était une agriculture de subsistance. Et là, on s'aperçoit que les Français mangent à leur faim. Il y a une petite disette en 1811-1812 parce qu'il y a une très très mauvaise récolte. Mais sinon, on ne meurt plus de faim. Déjà, on s'auto-suffit. Et puis, il y a aussi, on va dire, la production des produits manufacturés qui commencent à arriver dans les familles. Par exemple, en agriculture, on commence à privilégier les outils en fer, en métal, donc ça relance un tout petit peu la sidérurgie. Alors elle-même, elle est soutenue par la fabrication d'armes, etc. Mais il y a une vraie demande civile sur ce type de produit. Et puis, on le mentionne dans l'ouvrage, c'est l'explosion de l'industrie chimique. L'industrie chimique française a été à la pointe mondiale pendant pratiquement tout le 19e siècle, grâce aux chimistes de cette époque, les Monge, les Berthollet, quelques autres. On installe de grandes usines de soude à Javel, donc ça donnera l'eau de Javel, etc. Et partout, on développe ce genre de choses. Alors, ce sont des industries qui peuvent être dangereuses, qui peuvent être polluantes, dirait-on aujourd'hui. Et en 1810, il y a les premiers textes de protection de l'environnement. Alors, c'est l'environnement des humains à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on interdit certaines fabrications dans les villes. Mais bon, c'est le premier texte écolo, quoi. Il y a d'ailleurs une petite étude sur son application dans cet ouvrage, donc on voit des choses très surprenantes. Donc la guerre n'est pas, même s'il y a une partie de l'économie qui travaille pour la guerre, ça n'est pas la guerre totale comme on peut l'entendre parfois, ce qui est pas parfaitement idiot par rapport à l'époque où on vit. On a continué à investir, à construire, à fabriquer des choses qui n'étaient pas utiles à la guerre. Ça a été... alors, 1814-1815, avec les invasions et l'occupation du territoire, il y a eu une certaine perturbation, mais en ces temps-là, on n'occupait pas et on ne dévastait pas les territoires comme on le fait aujourd'hui. C'était des occupations qui, même si elles ont pu être rudes, se passaient quand même de façon correcte. Et les indemnités de guerre étaient versées par le gouvernement et pas par la population. Alors, le gouvernement allait la chercher, bien sûr, auprès de la population, mais ce n'était pas une perception directe comme on l'a vu dans certaines contrées pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est totalement différent. C'est-à-dire que c'est aussi un peu ce qui peut être intéressant dans l'histoire, c'est qu'on est parfois obligé de se départir de ce qu'on croit être vrai. Il se trouve que là, on est il y a 200 ans dans un monde qui est totalement différent.
et où, au contraire, les buts de guerre ne sont pas de détruire l'économie de l'adversaire, mais au contraire de dire, avec un nouveau gouvernement, ils auront besoin d'une bonne économie, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est... Oui, puis comme vous le signaliez, comme de toute façon la source première, c'est l'agriculture, on ne peut pas détruire le champ Oui, de tout le monde si on veut oui, continuer à vivre. Il y a aussi un autre élément auquel on pense insuffisamment, c'est qu'on a besoin de tout ça pour les chevaux. Or, il y a quand même un être vivant qui est un peu sacralisé, c'est le cheval. Enfin, il sert oui, à tout, oui, hein. oui, 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 le Et jeu. donc, à cette époque, il faut bien qu'il puisse paître quelque part, manger, Ouais, ouais. accompagner les troupes. Enfin, c'est. Ouais, ouais, oui, oui, tirer parfois des charrettes, enfin, etc. C'est comment dire, c'est encore une force motrice animale, hein. C'est ça. Mais il commence à exister une force motrice non animale et non humaine, hein, avec des machines à vapeur, avec alors pour le moment, tout est à base de vapeur, mais vous voyez, on est dans une situation de production qui change. Dans le textile, on automatise de plus en plus, hein. Alors, c'est 1000 fois vrai en Angleterre, ça l'est un peu moins en France, mais on voit déjà en Angleterre des concentrations et une mécanisation qui crée beaucoup de chômage et qui va créer, on va dire, des difficultés pour la classe ouvrière qui, en Angleterre, existe déjà vraiment à ce moment-là, hein. En France, on est dans une espèce d'entre-deux où seuls les marxistes trouvent du prolétariat ouvrier, hein. Il y en a quand même pas encore beaucoup. Mm. Alors Thierry Lintz, est-ce qu'on peut revenir sur un point que vous avez signalé déjà plusieurs fois depuis le début de notre entretien sur cette nouvelle histoire économique du consulat et de l'Empire? C'est la situation dont hérite justement le consulat à la sortie de la Révolution française, qui a quand même été à l'initiative des guerres. Il ne faut pas oublier que ce n'est Mhm. pas Napoléon qui a Ouais, ouais, entraîné bien sûr, ouais. l'Europe ou la France dans la guerre, mais c'est quand même la Convention, hein, dès 1792. Donc, vous avez évoqué la monnaie, la Banque de France, enfin tout ce qui a... Je ne sais pas si ça fait partie des masses de granit, Oui, bien oui, sûr, oui, 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 avec le oui. Code civil, Oui, oui, oui. etc. Ce Comme sont... Napoléon a utilisé l'expression masse de granit sans dire ce que c'était, Ah oui. on peut y mettre à peu près ce qu'on veut, hein. En tout cas, ces fortes institutions qui existent encore Mm. aujourd'hui, hein. Donc, on a toujours tendance, évidemment, à mettre la faute sur les gouvernements précédents. Mm. Et d'ailleurs, au moment de la Restauration, le baron Louis ne s'en gênera Ah, pas pour dire ah que oui, c'était... le baron Louis ne s'est jamais gêné de rien, hein. Et notamment en matière fiscale. Ouais, ouais, ouais. Le baron Louis, pour les auditeurs, c'est lui qui assistait Talleyrand lors de la messe de la Fédération, puisqu'il avait fait un Oui, peu de oui, séminaire où oui, oui, il avait été plus oui, ou oui. moins dans les ordres. Puis il a Je- surtout été le ministre des Finances de la voilà. deuxième restauration, où alors là, il avait... Ah non, de la première restauration, où il a été le parfait technocrate, c'est-à-dire celui qui prend les mesures les meilleures sur le papier, mais qui tue le gouvernement pour lequel Ouais, il travaille. Ouais, c'est ouais. ça. Donc, de quoi le consulat hérite et de quoi hérite véritablement Napoléon, enfin, qui à Ouais, l'époque n'est ouais, encore que Bonaparte, ouais, à la fin du 19e siècle. ouais. Alors, Enfin, à la oui, fin du 18e siècle, au tout début du 19e, pardon. ouais. Si vous voulez, on a quand même coutume de dire le directoire, tout était mauvais, Napoléon a tout refait, etc. Alors, c'est évidemment pas complètement exact. Beaucoup des idées qui vont être mises en œuvre dès le début du consulat sont des idées qui traînent et qui sont dans les cartons depuis assez longtemps, mais où la faiblesse des gouvernements a fait qu'on n'a pas pu les mettre en œuvre. Écoutez, regardons autour de nous. Il y a beaucoup de très très bonnes idées, mais on a souvent des gouvernements qui n'ont pas le courage ou la force de mettre en œuvre. Donc c'est exactement la même chose. Ce qui est important chez l'avènement de Napoléon Bonaparte, c'est qu'on a là un vrai chef d'État-manager. C'est-à-dire, il fait rien lui-même, il n'a pas inventé grand-chose finalement, mais il a compris tout ce qui était prêt, tout ce qui pouvait être mis en œuvre et faire l'objet d'une synthèse satisfaisante, hein.
entre l'ancien et le nouveau, etc. Et c'est ça sa grande force. Sur le plan monétaire, les choses étaient en train de s'améliorer. L'économie repartait parce que le directoire a quand même été un régime qui a cherché la paix à peu près, alors sans y parvenir toujours, mais bon, voilà. Donc il y a eu un moment directoire qui a été, on va dire, la fin de la chute de l'économie française. Mais évidemment, le rebond n'a pas été assez fort pour qu'on puisse gratifier le directoire de ce résultat. Hein. Donc la situation était, bon, d'abord, tout le système, comment dire, financier, des flux financiers, dirons-nous, avaient été complètement bouleversés, ne serait-ce que par la fin des privilèges, la fin de la circulation à la fois des biens et des services féodaux, etc. Donc tout ça était à refaire. Donc Napoléon a, comment dire, il a pris en charge tout ça en essayant de le canaliser par ces fameuses institutions, donc ces masses de granit, encore une fois, bien, comment dire, contenues par autour de lui des gens qui connaissaient bien le fonctionnement de l'économie. Barbé-Marbois, Molien, le ministre des Finances, Gaudin, qui, comment dire, le retenaient dans sa velléité interventionniste. D'ailleurs, on prête souvent à la question religieuse et au concordat et à la nouvelle noblesse d'Empire, le ralliement de l'ancienne noblesse à Napoléon. Mais est-ce que dans les intentions de Napoléon, il n'y a pas aussi, ou plutôt je vais essayer de mieux poser ma question, est-ce que le fait de s'être coupé de l'ancienne noblesse avait un impact sur l'économie, puisque c'est quand même, on le verra avec la loi du milliard qui date de 1825, donc c'est bien après, mais on s'était coupé quand même de toute une fortune qui était partie, je ne sais pas où, mais... Alors, on s'en était coupé, puis on l'avait beaucoup confisqué aussi. C'est-à-dire que c'est aussi la facilité qu'on a eue de confisquer les biens du clergé, puis des émigrés, a eu la conséquence qu'on n'a jamais pu les réaliser pour soutenir le fameux assignat. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment une monnaie de singe, quoi. Hein. Voilà. Bon. Alors, concernant ça, il n'y a pas de, comment dire, de ligne. En fait, les futurs gros producteurs, voire industriels, sont quand même plutôt le grand artisanat et les bourgeois de l'Ancien Régime. Il y a quelques nobles, évidemment, qui font de l'industrie, qui pensent à tout ça. Il y a La Rochefoucauld, là, qui est, évidemment, qui crée des écoles d'apprentis, des choses, etc. Mais c'est quand même peu, parce que comment dire, les vrais vainqueurs, les vrais fauteurs et vainqueurs de la Révolution, ce sont tous ces bourgeois, ces grands artisans, les professions judiciaires aussi, mais on va dire sur le plan économique, c'est plutôt cela. Hein. La noblesse traditionnelle, elle rentre assez rapidement, hein, puisque après l'amnistie des émigrés, on pense que pratiquement 90% sont rentrés. On leur a pas fait confiance immédiatement, mais là, on quitte un peu le terrain de l'économie. Napoléon s'est beaucoup occupé des enfants de cette noblesse qui rentrait. Hein. Il les a pris comme auditeurs au Conseil d'État, il les a beaucoup attirés. Et puis il y a un moment de bascule, c'est le mariage avec Marie-Louise, où, y compris pour les vieux aristocrates français, Napoléon est légitimé par le mariage. Hein. Il se marie avec une Habsbourg, comme les Bourbons faisaient, le voici, et il y a véritablement une vague d'adhésion au régime napoléonien en 1810, très très spectaculaire. Et c'est à la même époque que monte en ligne une nouvelle génération d'administrateurs, qui sont ces jeunes gens-là. Ce qui me fait toujours dire un peu, vraiment, c'est seulement à moitié de l'humour, c'est qu'il n'y a pas eu d'épuration en 1814 au retour des Bourbons, parce que les royalistes étaient déjà en place. C'est Napoléon qui les avait mis en place, parce que tout ce petit monde, si je puis dire, s'est rallié à lui.
Et on a des tas d'exemples de nobles qui étaient restés à bouder dans leurs terres et qui tout à coup arrivent au bal de la préfecture, font savoir qu'ils sont prêts à servir, etc., etc. C'est le mariage avec Marie-Louise, c'est un moment. Comment dire, les Napoléoniens n'aiment pas trop ce moment parce que c'est la fin de Joséphine et compagnie. Les royalistes n'aiment pas trop non plus parce que ça les met un petit peu en porte-à-faux par rapport à la légitimité quand même qu'un Habsbourg ait donné sa fille à cet usurpateur. Bah oui, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Et ça a été un moment de ralliement, alors là pour le coup massif. Alors justement, Thierry Lintz, dans votre nouvelle histoire économique du consulat et de l'Empire, dont vous assurez la direction aux éditions Passé Composé, vous avez mis en première de couverture un très beau tableau dont je regarde le titre exact. L'empereur Napoléon Ier et l'impératrice Marie-Louise assistent au défilé de l'escadre de l'amiral Troude en rade de Cherbourg le 30 mai 1811. Tableau de Crépin qui est à Malmaison. Un des sujets auxquels non pas vous tordez le cou, mais que vous prenez à bras-le-corps pour bien dessiner son contour et la réalité objective et chiffrée des choses, c'est la part des ports et du commerce maritime dans l'économie de la France sous le consulat et l'Empire. Ouais. Alors, généralement, on l'associe évidemment à une chute à cause du blocus. Qu'en est-il réellement ? Alors, la chute, elle a eu lieu bien avant. Alors, sur la partie atlantique, la chute, elle est due au départ à la fin du commerce triangulaire. Nantes, La Rochelle, un peu Bordeaux, voient cette partie de leur commerce s'effondrer. Donc c'est un choc pour eux. Le blocus anglais va évidemment augmenter encore ce choc. Mais comme tous les corps économiques et comme tous les corps animés par l'humain, cette partie va s'adapter. C'est-à-dire on ne peut plus aller au grand large, mais on va faire du grand cabotage. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller aux Amériques, on va partir de Nantes pour aller, je ne sais pas, dans les pays nordiques ou vers le sud, vers l'Espagne, éventuellement un peu de la côte africaine, puisqu'on commerce quand même beaucoup avec le Maroc, par exemple, à cette époque. Et donc il y a une adaptation. Alors évidemment, on n'est plus dans les 10 ou 15% du produit intérieur que ça devait représenter sous l'Ancien Régime, mais on voit une forme alors, pas de reprise, mais enfin une forme, c'est un peu comme ce qu'on nous dit pour le budget actuellement, c'est-à-dire que ça va augmenter moins que si ça avait augmenté plus. Vous voyez, donc ça baisse moins que si ça avait baissé plus. Il y a une espèce de reprise. Et surtout, c'est un monde que nous, aujourd'hui, alors, pas les gens de mon âge, mais peut-être les plus jeunes aujourd'hui, négligent totalement le monde de la mer en France. La France, c'est le pays européen, et voire même un des pays du monde qui a le plus de côtes, qui a des ports, qui a une tradition maritime et dont une partie de la société a très longtemps vécu que pour la mer. À l'époque de la marine à voile, il fallait du bois pour faire les bateaux, la marine possédait des forêts partout. Donc, c'est un pan de l'économie évidemment, on ne pouvait pas laisser de côté. Et pas seulement à cause de certains ports qui ont périclité, mais parce que c'est une population immense. Les régions côtières, plus les arrière-pays qui travaillent pour eux, etc. Alors, on a continué à manger du poisson, donc ça veut dire qu'on a continué à pêcher. On a continué à faire des exportations par mer. On donne le chiffre du commerce extérieur. Il reste très très important par la mer. Donc ça veut dire qu'il y a eu une activité. Et puis encore une fois, les ports s'adaptent, quoi. Le port de Nantes, qui était un port négrier, on va dire. Enfin bon, c'est un peu exagéré comme mot, mais c'est un peu l'idée. Va transformer son activité en autre chose. C'est pas seulement les corsaires, etc. Les corsaires, c'est un phénomène complètement marginal. Mais on va s'adapter, on va s'habituer. Les gens de mer vont trouver à la fois des débouchés dans leur propre métier, mais ils vont aller par exemple dans la marine de guerre, ou ils vont travailler à la construction navale. Il y a tout un monde, ce monde de la mer qui est un monde passionnant, qu'on a beaucoup étudié sur le plan du grand commerce, et que là, justement, on a parlé de lui
Thierry Sozo, étudie sur le plan des autres activités maritimes, parce qu'il y a, par exemple, le cabotage, c'est très important, c'est-à-dire d'aller d'un port côtier à un autre. C'est pas forcément Brest-Lorient, hein, ça peut être Bordeaux, Copenhague. Hein. Voilà. Donc c'est une activité importante. Puis je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que vous avez bien noté que ce tableau n'est absolument pas un tableau d'économie, c'est un tableau de marine de guerre. Et pourquoi ? Parce que Napoléon, qui s'est fait représenter dans toutes les situations, eh bien, il n'y a quasiment pas de représentation de Napoléon en situation d'économie, si vous voulez. Il y a un dessin d'Isabelle qui est toujours utilisé, qui est la visite de la manufacture Seven à Rouen. Hein. On utilise toujours ce dessin-là quand on parle de l'économie napoléonienne, mais il n'y a rien d'autre. Alors, comme les éditeurs ont besoin d'images qui marquent, donc ils ont choisi cette image de mer, mais il n'y aura que les auditeurs de Radio Courtoisie qui le sauront. C'est pas une image économique, c'est une image de marine de guerre, parce que on n'arrive pas à illustrer l'économie sous Napoléon. On avait trouvé, il y a un magnifique carton de tapisserie qui avait été exposé au Mobilier National, qui montrait l'industrie et l'agriculture française, mais c'était absolument indéchiffrable pour un lecteur. Quoi. C'était, voilà. Oui, alors après, une couverture, on lui demande aussi d'être jolie et alléchante. C'est vrai que là, il y a des jolies couleurs. Et, il y a un beau drapeau français. Voilà, il y a un beau drapeau français sur le côté. Mais il faut... Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai vu cette couverture, j'ai aussi tout de suite pensé à ces grands acteurs, à ces grandes familles dont vous parliez, non pas ces fonctionnaires, parce que le mot serait complètement anachronique, mais en tout cas, ceux qui vont faire la fortune et faire vivre le pays sont quand même pour beaucoup issus de ces grandes familles de négociants, de commerçants liés au port, puisque c'était les grandes villes riches de l'époque. Donc, on sait quand même que la richesse venait de là. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage dont vous assurez la direction, Thierry Lantz, La nouvelle histoire économique du consulat et de l'Empire, aux éditions Passé Composé. Peut-être une des dernières questions que j'aimerais vous poser, Thierry Lantz, c'est est-ce que Napoléon Bonaparte, et donc la France, a raté le tournant industriel, l'a pris en marche? Comment est-ce qu'on peut positionner, parce qu'on sait très bien que la Révolution française a été un coup près après une fin d'Ancien Régime qui avait un peu pris le train quand même dès le départ. Mais qu'est-ce que l'on peut dire de ce tournant industriel? Oui, alors, classiquement, on situe le démarrage de la révolution industrielle en France après les années 1830. Donc, on n'y est pas à l'époque de Napoléon. Et il faut dire aussi que la France a des avantages inconvénients difficiles à surmonter. Une population nombreuse, donc une main-d'œuvre abondante. Hein. Donc la mécanisation, pas tellement nécessaire, on va dire, pour comment dire, la quantité de produits. Deuxièmement, on a, on va dire, une satisfaction des besoins intérieurs qui demande une industrie forte. Hein. On a un pays immense, avec 30 millions d'habitants. Je vous rappelle qu'à l'époque, les Anglais, c'est 16 millions. Et que eux, ils produisent beaucoup, ils n'ont pas la main-d'œuvre, donc ils mécanisent. Donc on va dire, c'est le premier handicap chez nous. Le deuxième, c'est nos industriels. Alors nos industriels, ils veulent bien investir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de système bancaire qui soit adapté à ça. Et donc, c'est aussi un deuxième frein. Troisièmement, des décisions de l'État, comme par exemple l'encadrement des taux de crédit, le rejet du papier-monnaie, tout doit se payer en monnaie métallique. Alors vous imaginez 1 million en monnaie métallique, ça fait des centaines de kilos, quoi. Hein. Donc alors, on a inventé des systèmes qui permettent avec des papiers de le remplacer, mais c'est pas la même chose que de la monnaie. Les Anglais utilisent le chèque, nous on n'en a pas, etc. Donc il y a ce retard structurel, et alors là les économistes vont me tomber dessus, mais c'est quand même essentiellement une question d'investissement.
hein, enfin d'état d'esprit et d'investissement, qui ne va être résolu qu'avec le perfectionnement justement du système bancaire et et puis une demande qui va dépasser un petit peu les bornes nationales, parce que même sous Napoléon, bien sûr, on a beaucoup exporté, hein, mais ça n'était pas, on n'en était pas à avoir besoin de doubler la production, quoi, hein. On exportait un peu, d'ailleurs avec une balance commerciale pratiquement toujours positive. C'est dire que le niveau d'exportation n'était pas très, 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 très important. Merci beaucoup Thierry Lintz d'avoir su, dans un langage accessible à tous, pu nous présenter cette nouvelle histoire économique du consulat et de l'Empire. Je rappelle que cet ouvrage est sous votre direction, qu'il y a 20 auteurs, 38 chapitres, c'est un livre qui se dévore parce qu'il aborde beaucoup de sujets, non pas de façon novatrice, mais en tout cas avec des apports très intéressants et Ouais. nouveaux sur... Et si vous permettez, en 2 mots, on s'est même amusé, puisqu'on a demandé à une spécialiste, à une analyse financière, de jouer le rôle d'une agence de notation vis-à-vis de la France napoléonienne. Donc on a tous les chiffres de 1806, elle a donné une note à la France et une note à l'Angleterre, mais c'est dans le livre, donc on ne va pas la donner ici. Merci beaucoup Thierry Lintz. Je rappelle, nouvelle histoire économique du consulat et de l'Empire chez Passé Composé. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, à mardi prochain. Au revoir Thierry Lintz. Au revoir Anne Collat.